Bon, alors là, on va parler d'autre chose que Paris. Hein? Sapristi, il faut quand même changer d'air de temps en temps, là. Et comme je vous le mentionnais avant la pause, moi-même, j'ai des gens que je connais personnellement qui sont allés donner de leur temps, ces gens-là étaient rémunérés, mais donner de leur temps, c'est toute une expérience. Après le tremblement de terre, aller aider à la reconstruction, l'encadrement des forces de police. Moi, chez moi, j'ai deux policiers que j'aime beaucoup, le sergent Brabant et Pascal Harvey de la Sûreté du Québec. Et même M. Monette aussi, je pense qu'on en a trois dans notre région, peut-être même plus, qui sont allés là-bas. C'est une expérience incroyable et évidemment, on passe à travers toutes sortes d'États et il y a quelqu'un qui vient de livrer son témoignage par écrit, mais c'est un haut gradé, vraiment, qui a eu une vue d'ensemble de toute la problématique en Haïti. Et on l'a au bout du fil. Je vous montre son livre avant de l'accueillir. Bernard Ouellette, Comptez le prix. Compter le prix, parce que quand on regarde dans l'actualité, cet homme-là a même compté le prix, il a compté le prix, puis il a payé le prix aussi, ça n'a pas été facile. Et d'ailleurs, c'est pas terminé, M. Ouellette est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour, M. Jean. Bonjour. Écoutez, racontez-nous un peu, évidemment, on sait qu'il y a eu beaucoup d'implications du Québec, du Canada, des gens de la police, des forces armées, tout ça, dans la question d'Haïti, la reconstruction, tout ça. Vous êtes arrivé là-bas, mais vous étiez un haut gradé, là. Oui, moi, j'étais colonel au sein des Forces armées canadiennes. Oui. Puis, c'était une mission pour un an. Donc, je suis arrivé le 29 juillet 2009. Oui. À la fin juin 2010. Puis, le poste qu'on m'avait attribué là-bas au sein des Nations Unies, c'était le poste chef d'état-major de la composante militaire. OK. Donc, dans le day-to-day, ça, c'est une job, j'imagine, d'administration, quoi, de coordination? Non, à vrai dire, c'est un poste de commandant au sein des Nations Unies. OK. Le commandant de la force, l'adjoint de la force militaire. OK. Le chef d'état-major dans la hiérarchie des Nations Unies est appelé aussi à prendre des décisions de commandement, comment utiliser ou employer les troupes là, sur le terrain pour la sécurité puis l'aide humanitaire. Oui. Oh. OK. Donc, dans le day-to-day des opérations, là, vous étiez aux commandes, là. Absolument. Bon, OK. Oui. Mais là, évidemment, dans votre livre, vous racontez tout ça. Et corrigez-moi, là, mais comptez le prix, c'est que ça n'a pas été une expérience heureuse sur le plan humain, là, chez vous, là. Non, c'est tant qu'on raconte une histoire comme ça, ben ça m'a pris quelques années avant de remettre ça tout ensemble et décider d'écrire mon histoire, ce que j'avais vécu à Haïti, comme plusieurs d'autres aussi ont vécu différentes expériences là-bas, parce qu'on n'est pas tout seul non plus. Fait que j'avais divisé un peu mon livre en 3 chapitres. Le premier, c'était vraiment pour parler d'Haïti, le contexte, l'environnement, ce qu'on avait fait avant le tremblement de terre. Oui. Après ça, bien, il y a eu le tremblement de terre, comme vous le savez, puis comme tout le monde sait, le 12 janvier 2010. Puis ça a changé beaucoup la donne au niveau de la mission. Puis là, on était vraiment en gestion de crise. Parce que là, vous étiez là avant et pendant le tremblement de terre. Absolument. Moi, j'étais là avant, 6 mois avant. J'étais là pendant, puis j'étais pris sur les débris. C'est ce que j'explique aussi dans le livre. Puis après ça, j'étais là pour un autre 6 mois après. Oui. Puis vous, vos malheurs, là, évidemment, honnêtement, je vais être franc, j'ai pas lu le livre, là, mais j'invite les gens, là, écoutez, c'est un livre qui est récent. C'est sorti quand, ça? C'est sorti juste à la fin du mois d'août, puis ça a sorti ces éditions là, à Maltais. Exactement, on le voit à l'écran, là. Et ça mérite d'être lu parce que de ce que j'en ai compris à travers les branches, c'est que, bon, là, le tremblement de terre arrive, comme vous le dites, je suis pris sur les débris, on est en situation de crise. Et c'est un peu là que vos malheurs commencent aussi, là, personnellement, là, votre relation avec l'armée, puis toutes les troubles qui s'en sont suivis, là. Oui, à vrai dire, c'est beaucoup plus tard. À vrai dire, c'est toute cette partie-là au niveau militaire, au niveau des Nations Unies, super bien été. Donc, avec les coopérations, vous avez parlé des policiers. On a travaillé en étroite collaboration avec les policiers aussi, qu'il faut pas oublier parce qu'ils ont beaucoup aidé aussi dans le travail de la gestion de la crise là, humanitaire après ça, au niveau de la sécurité, puis de l'assistance aussi. Mais ce que j'ai voulu raconter dans le livre, c'est toute la préparation avant. Les premières minutes, les premières secondes, les premières minutes, les premiers mois, comment que j'ai géré la crise humanitaire, puis aussi l'arrivée des troupes internationales. Oui. J'ai voulu placer le lecteur un peu dans mes chaussures, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Là? Comment je me sens, là, puis comment que je réagis là, par rapport à ça. C'est un peu comme un journal là, de ce que vous viviez, là.
Oui, c'est un peu faire sentir aux gens qu'est-ce qu'on peut ressentir dans un désastre de cette envergure-là, humanitaire, puis aussi, bien, quelles décisions qu'il faut prendre, dans quelles circonstances on les prend, puis quelles contraintes qu'on a. Mais moi, là, je me mets dans vos souliers pour qu'on comprenne bien, M. Ouellette. Vous êtes un haut gradé et tout ça, vous voyez toute l'horreur, là. Il y a des décisions à prendre à chaud continuellement, mais un militaire comme vous, c'est pas fait en bois, là. Le soir, là, est-ce qu'on ferme la lumière à un moment donné, puis comment est-ce qu'on fait pour se ressourcer? Oui, à vrai dire, c'est une bonne question. Une question relativement difficile parce que lorsqu'on arrive dans une gestion de crise, puis la situation après le tremblement, puis pendant le tremblement de terre, on est poussé par une adrénaline très, très forte. Oui. Puis on a des responsabilités aussi très fortes quand on est en commandement. Donc, on dort très peu, on mange très peu. Puis, je vous dirais finalement que on est là pour aider les gens, pour faire distribuer l'assistance humanitaire avec les ressources qu'on a. Donc, se reposer, on n'a pas vraiment d'heure de prévu pour manger, il n'y a pas d'heure de prévu pour dormir. Non. Puis, à quelque part, on prend ça là, quand on le peut bien. Là. Mais quand même, là, ça laisse des séquelles, tout ça. Là, dans le day-to-day, on est une machine de guerre, mais à un moment donné, le corps là, vous envoie des signaux. Oui, vous avez absolument raison. Puis, on réagit tous différemment. Oui. La situation change. Je dis toujours que on voit la vraie nature des gens, on voit comment on réagit à ces choses-là. Puis oui, il y a des images souvent, il y a des actions, il y a des événements qui laissent des traces. Puis à quelque part, effectivement, ça a un effet là, sur votre mental autant que sur votre physique, absolument. Ouais. Dites-moi donc, on voit dans les revues de presse, bon, on vous a reproché, je pense pas qu'on l'ait prouvé. La preuve, c'est que c'est pas fini, ces affaires-là de procès, là. Mais bon, quand on lit les journaux, ils disent, bon, le colonel Ouellette aurait eu une affaire sentimentale avec quelqu'un des Nations Unies. Là, je paraphrase, je suis peut-être même pas sûr du détail, peu importe. Oui. Mais on voit ça comme un péché encore. Admettons que je sais que c'est pas vrai, vous allez me dire c'est pas vrai, puis ça n'a pas été prouvé, puis c'est vrai ce que vous dites. Mais nous autres, les civils, on est toujours démontés de voir que, ben voyons donc, on n'est pas fait en bois personne, là, puis ça n'a rien à voir avec la compétence du travail qu'on fait, là. Non, vous avez absolument raison. Quand je suis revenu, c'est le 3e chapitre de mon livre. Je parle un peu comment que j'ai été reçu au Canada. On aurait dû être bien reçu, on aurait dû reconnaître mon travail. On aurait dû là, quand même s'occuper là, finalement là, des gens qu'on revient au pays. Puis, finalement, c'est pas ça qui s'est passé. À vrai dire, ça a été tout basé ça, sur... puis, je suis content de vous poser la question parce que dans le fond, c'est comme la première fois que publiquement que j'en parle. C'est comme si vous aviez une exclusivité. Parce que j'ai pas donné d'entrevue là téléphonique ni à la télé. C'est surtout mon avocat qui en a parlé. Mais tout ça a été reconnu comme ça n'a pas été prouvé, mais j'ai été blanchi pour ça. Exactement. J'ai été blanchi aussi parce qu'il n'y a rien de ça qui est arrivé non plus. Et vous voyez, M. Ouellette, je veux juste... blanchi de ça. Après, c'est un comité indépendant qui a conclu que le chef d'état-major, qui était le général Natenchuk à l'époque, avait agi trop vite, qu'il avait pris de mauvaises décisions, qu'il devait s'excuser. Puis, à quelque part, on devrait reconnaître le travail que j'ai fait puis me rembourser aussi parce que ça a coûté des frais là, très, très chers au niveau là, juridique. Ça, ce processus-là juridique, là, est-ce que ça s'est fait dans une cour qu'on appelle une cour de l'armée, une cour martiale ou une cour civile, là, ce que vous nous parlez? Non, absolument pas, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'infraction au code de discipline militaire. Donc, il n'y a pas eu d'action militaire formelle, oui. Il y a tout simplement, moi, j'ai voulu poursuivre en diffamation parce que finalement, que je trouvais qu'on me rendait pas justice. Exact. On m'avait là porté des allégations à tort et à travers. Donc, ce que j'ai voulu, c'est vraiment me défendre au niveau juridique avec les mêmes armes qu'il y avait, mais ils ont une armada quand même là, d'avocats. C'est comme David et Goliath. Oui, c'est clair. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire non plus. Non. Mais ils n'ont pas reconnu leur erreur. Ils n'ont pas reconnu non plus que c'était une décision prématurée, puis qu'éventuellement, ils ne se sont pas basés sur les faits pour prendre cette décision-là. Moi, je veux juste mais M. Ouellette, je veux juste pour les auditeurs montrer à l'écran un article récent du National Post. Oui. Alors, vous voyez ici, Canadian colonel stripped of command over alleged affair with assistant was denied justice. Alors, c'est assez clair, là. Il y a eu un déni de justice. C'est un article récent, ça, là. Oui, puis c'est tout simplement pour conclure la décision de la Cour fédérale. Parce qu'il a fallu que le processus judiciaire, sans faire ça compliqué,
Après que ça fonctionne pas au niveau militaire, ça va en cour judiciaire. C'est la Cour fédérale qui a entendu la cause. Madame Saint-Loup, qui était la juge. Elle a reconnu que c'était la révision judiciaire était permise. Ils ont annulé la décision du chef d'état-major à l'époque. Bravo. Ils ont dit de considérer tous les faits, puis de reconsidérer la décision pour me rembourser une partie des frais. Ben, bravo. Ils ont vraiment reconnu que la décision, là, c'était pas basée vraiment sur des faits, puis qu'à quelque part, ben, on m'avait pas rendu justice non plus, puis qu'on m'avait empêché finalement là, de faire valoir là, ma position. Ben oui, puis en plus, vous savez comment est-ce que des rumeurs, ça peut être destructeur. Et puis quand on va sur le web, puis c'est ça qui est épouvantable avec le web. On va taper votre nom, admettons, Bernard Ouellet, colonel. Paf, c'est ces affaires-là de rumeurs qui sortent. Mais évidemment, là, comment est-ce qu'on se sent? Là? Vous avez eu une victoire, mais on est meurtri pareil. Oui, ça a été 5 années assez difficiles parce que, comme vous le savez, ça a un impact sur votre vie professionnelle. Famille, ça en a une sur votre vie de famille. Ça, personnellement, c'est très, très difficile parce que c'est comme si on vous plaçait de côté, puis à quelque part, on s'occupait pas finalement de régler cette situation-là en espérant que vous abandonniez puis que vous laissiez tomber. Oui. Puis que la plupart des gens, généralement, vont laisser tomber parce que dans des situations comme ça, c'est très difficile de revenir à la charge. Donc, c'est quelque chose qui a été difficile dans les 5 dernières années, je vais vous dire honnêtement. Ça n'était pas quelque chose qui était facile à vivre. Puis, c'était quelque chose qui est encore en suspens, quelque chose qui était très, très simple à régler. Oui. Et si quelqu'un serait venu, si l'establishment, les généraux seraient venus réaliser sur le terrain la vérité ou les faits, ben, il ne serait rien passé. Mais là, vous êtes représenté... La force militaire là-bas, puis les autres autorités onusiennes ont déjà rapporté que c'était rien passé. C'est ça, exactement. Donc, mais là, tout surpris, puis tout le monde était choqué de ça. Ouais. Mais là, votre avocat, maître Michel Drapeau, là, que tout le monde connaît, de réputation, qui est très bon, et là, qu'est-ce qu'il vous conseille? C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous faites de vos journées? À vrai dire, c'est de poursuivre, c'est de continuer. Vous savez, quand on a des convictions, puis qu'on a été là... allégué ou bien qu'on a porté des rumeurs ou on a fait des choses là, qui étaient contre la vérité, ben, c'est de défendre finalement notre point de vue. C'est vraiment d'aller chercher une justice parce qu'il n'y a pas eu vraiment de justice encore. Ça a causé beaucoup plus de tort que finalement que ça aurait dû parce qu'il ne s'était rien passé de tout ça. Fait que mon avocat, ce qu'il me recommande, c'est de continuer. Puis suite à la Cour fédérale, la décision puis tout ça, ben, la balle est retournée encore une fois après 5 ans pour la 4e et 5e fois dans les mains du chef d'état-major. C'est le 3e chef d'état-major. Que vous passez. Puis lui, il faut qu'il trouve justice dans tout ça, puis un terrain là, pour répondre selon les faits puis selon ce qui avait été là, conclu, parce que cette décision-là, elle a été rapportée à plusieurs reprises comme quoi que c'était pas approprié, cette décision-là du chef d'état-major, qu'on me devait des excuses. On devait reconnaître mon travail que j'avais fait là-bas d'une façon ou d'une autre. On devait me rembourser aussi pour les frais juridiques qui ont été très importants. Donc, je suis encore sur cette bataille-là. À vrai dire, c'est les 3 points. Puis, à vrai dire, il faut vraiment... Puis, c'est les 3 points que j'ai adressés depuis 5 ans. Bien, je vous le souhaite, M. Ouellet. Là, on peut vous appeler quoi? Colonel à la retraite? Colonel, comment ça marche officiellement? Oui, c'est ça. Je suis colonel à la retraite depuis septembre 2014. Après, mon Dieu, j'ai fait plus que 36 années dans les forces armées, au service. Puis, je suis sorti après. Puis là, j'ai écrit mon livre. Bien, bravo. C'est ce que j'ai fait. Bravo. Puis, vous savez, il n'y a rien de pire que de se faire abandonner par son pays quand on est allé sous les drapeaux. J'ose même pas... On ne peut pas mesurer l'intensité que vous vivez. Ça doit être épouvantable. Oui, je suis content que vous disiez ça parce que c'est exactement la sensation que j'ai eue. Puis je suis pas le seul qui a eu cette sensation-là quand on est revenu au pays. Mais c'est une sensation qui n'est pas agréable et que je ne souhaite pas personne, définitivement. Bien, merci de nous avoir représentés. Merci bien. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne bataille. Bonne bataille. Merci. Au revoir. Merci. Bernard Ouellet, comptez le prix. Lui, il a payé le prix. Imaginez toutes ces années-là. Des rumeurs ont détruit une réputation en 5 minutes. Ça fait 5 ans, 10 ans que ce gars-là essaie d'avoir justice. C'était la première fois qu'il donnait une entrevue. N'est-ce pas merveilleux? Vraiment. Mais moi, j'ai découvert cet homme-là à travers son frère, Guy Ouellet, le député de Chamédé, un homme magnifique. Magnifique. Je suis passé à la soirée avec l'autre jour. On a jasé, on a ri. On a ri. On a le même cynisme vis-à-vis de la politique. C'est épouvantable. On avait de l'air de 2 gars qui s'étaient connus toute sa vie.
toute leur vie. C'était vraiment éblouissant. Vous voyez comment c'est une belle famille. Alors, comptez le prix. Si jamais ça vous tente de lire de quoi d'intéressant, divisé en 3 parties, c'est pas compliqué. On se met dans la peau directement de l'intervention en Haïti.